Au milieu des plaines du Nebraska, un vaste ranch. Lee Carhart, le propriétaire, l'arpente aujourd'hui d'un pas serein. Mais en 1991, sa belle propriété avait été réduite en cendres, dévorée par les flammes. Il lui a fallu 15 ans pour tout reconstruire. Salut mon bébé. L'incendie criminel était l'œuvre d'activistes très déterminés. Aujourd'hui encore, mourir assassiné demeure pour Lee Carhart une hypothèse probable. Cela ne me surprendrait pas si je devais finir comme ça. C'est un scénario probable, mais je veux continuer à défendre ce en quoi je crois. Lee Carhart est un médecin qui pratique des avortements. Depuis le début de sa carrière, il subit le harcèlement incessant des militants anti-IVG. Nous l'avions rencontré il y a 17 ans, plusieurs mois après l'incendie. Il revoit les images pour la première fois. Le 6 septembre 1991, tout a brûlé. Carhart, sa femme et ses enfants n'étaient pas là, mais leurs 14 chevaux ont péri dans les flammes. Le lendemain, l'organisation Right to Life, le droit à la vie, revendiquait l'incendie. On avait tout fait nous-mêmes et c'est dur de voir tout ça disparaître en pensant à toute l'énergie qu'on y a mis et à toute la joie que ça nous a procuré. C'est dur encore aujourd'hui. Une semaine après, les gens du mouvement anti-avortement ont envahi notre appartement. Ils sont entrés par le balcon et ils ont mis des panneaux sur les murs. Avorteur égale assassin, Carhart est un assassin. Tout ça a fini par me convaincre que l'avortement allait être le combat de ma vie. Ce combat, le gynécologue obstétricien le justifiait à l'époque avec ses convictions personnelles, qu'il nous exposait au bloc opératoire. Pour moi, le fœtus est une non-entité. Le fœtus est là, mais moi, je m'occupe de la mère. J'en ai marre d'être traité de tueur de bébés. Personnellement, je ne sais pas quand la vie commence. On peut revenir au spermatozoïde et à l'œuf. On peut dire que chaque spermatozoïde qui a été produit doit servir, ce qui est physiquement impossible. Vous pouvez dire aussi que chaque œuf doit être conçu et développé. Alors jusqu'où peut-on pousser ce raisonnement ? Est-ce que la vie commence Aux batailles d'arguments, les commandos anti-IVG avaient à l'époque préféré la violence et les flammes. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Nous avons pu reconstruire notre vie, mais en ce qui concerne les droits des femmes, la situation n'a pas vraiment changé. Elle est aussi critique qu'en 1990. Je dirais même que c'est encore pire aujourd'hui. À 70 ans et 40 ans de carrière, le Dr Carhart n'a pas raccroché. 3 fois par semaine, il se rend à Omaha, dans le Nebraska, où il dirige l'une des dernières cliniques d'avortement de l'État. Dans tout le pays, elles ont tendance à fermer. En 1992, lorsque je me suis mis à mon compte, on trouvait encore 1800 cliniques d'avortement aux États-Unis. Et aujourd'hui, il doit en rester à peu près 800. Plus de la moitié de ces établissements auraient disparu. Que s'est-il passé en 17 ans ? Nous arrivons à la clinique avant le Dr Carhart. Les militants anti-avortement sont déjà à pied d'œuvre, comme tous les matins. Leurs mises en scène sont provocantes, parfois effrayantes. Objectif : intimider les femmes qui se rendent à la clinique. Parapluie, casquette et crucifix, voici Steve. Il est persuadé que ces coups d'éclat portent leurs fruits. Nous sommes là pour encourager les femmes à ne pas avorter. Nous sauvons des bébés. Quelquefois, les patientes rentrent chez elles lorsqu'elles nous voient ici. Et c'est quoi ça ? Ça représente un enfant de 10 semaines.
La présence de ces activistes provoque des tensions. Peu avant notre arrivée, Steve s'est bagarré avec une employée du docteur Carhart pour avoir posé ses pancartes trop près de la clinique. L'employé a appelé la police, une police qui se montre plutôt neutre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est vrai que vous l'avez attrapé par la tête en récupérant la pancarte? En fait, il y a une grosse pierre attachée à la pancarte. Donc quand elle a attrapé la pancarte, elle a dû se faire mal avec la pierre. Bon, Je sais pas, moi. je vais leur dire de ne pas toucher vos pancartes et s'ils les enlèvent, vous nous appelez. Mais surtout, n'utilisez pas la force pour les récupérer. Ils ont le droit constitutionnel de manifester, donc nous n'avons pas le pouvoir de les chasser. Nous les surveillons et nous contrôlons leur identité. Les fédéraux surveillent l'endroit eux aussi en permanence et ils préviennent immédiatement le docteur en cas de danger. Le docteur Carhart arrive à la clinique. Oui, bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir le garage? Il évite tout contact avec Steve et ses compagnons. Tiens, notre meilleur ami est là aujourd'hui. La clinique du docteur Carhart est une forteresse. Pas de fenêtres, mais des pavés en verre pour parer les balles. Des dizaines de caméras braquées sur les rues alentours. Leurs images sont transmises en temps réel au commissariat de police. Une seule porte permet d'accéder à l'intérieur de la clinique. Alors, pour la sécurité, nous avons là un système de serrure électronique que nous pouvons commander de l'intérieur. Les portes ont une poignée qui se détache facilement, donc s'ils décident de l'enfoncer avec un camion, ils n'auront que la poignée. Évidemment, nous avons aussi un détecteur de métaux, car il n'est pas question de laisser rentrer des armes. Et ensuite, nous avons une deuxième porte fermée électroniquement. Il y a 17 ans, le gynécologue était déjà à la pointe de la sécurité. La clinique du docteur Carhart est une clinique en état de siège. À l'extérieur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les ultras du mouvement anti-avortement maintiennent leur pression. Le docteur Carhart les filme systématiquement. À l'époque, il ne sortait jamais sans son gilet pare-balles. Aujourd'hui, il n'en voit plus l'intérêt. Les 3 derniers docteurs assassinés ont pris des balles dans la tête ou ont été tués chez eux. Donc, les gilets, vous pouvez toujours les porter, mais cela ne vous protège pas vraiment. Le docteur Carhart est un héros, proclame une banderole sur le mur de la salle d'attente. Des patientes ont griffonné des témoignages de reconnaissance, comme si fréquenter cette clinique, c'était aussi un peu faire acte de résistance. Pour autant, aucune femme n'acceptera de nous parler. Il semble qu'aux États-Unis, le sujet de l'avortement soit encore plus tabou qu'il y a 17 ans. Je m'appelle Lindsay et je vais vous faire passer une échographie. Depuis 1995, les lois concernant l'avortement sont devenues plus contraignantes aux États-Unis. Dans 21 États, les patientes ont l'obligation de passer une échographie, et pas pour des raisons médicales. L'État du Nebraska nous impose de tourner le moniteur vers vous durant l'échographie. Vous pouvez regarder si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous pouvez vous rhabiller. On va aller signer un papier. Dans certains États, les femmes sont obligées de regarder le moniteur. On doit alors tout leur montrer en détail sur l'écran. Le Texas impose même le Doppler. Là-bas, ils obligent les femmes à écouter les battements du cœur. Les patientes doivent attester que l'échographie leur a bien été montrée, puis attendre 1 heure avant de voir le médecin. Un délai de réflexion obligatoire. Selon le docteur Carhart, ces mesures sont psychologiquement cruelles et inutiles. C'est une guerre contre les femmes, c'est ce que j'ai toujours dit.
Ce qu'ils veulent, c'est retirer aux femmes le droit d'avorter, le droit d'avoir le contrôle de leur corps. Des opinions qu'il est devenu délicat, presque dangereux, de défendre publiquement. En 35 ans, pas moins de 8 médecins pratiquant l'avortement ont été assassinés aux États-Unis. Le docteur Tiller est le dernier en date. Il travaillait avec Lee Carhart. Sa photo trône aujourd'hui sur le bureau du médecin, comme un hommage à un vieil ami qui se savait en danger. George s'était déjà fait tirer dessus 2 fois avant que je ne commence à travailler avec lui. On savait tous que cela pouvait arriver et on essaye de s'y préparer mentalement. Mais lorsque cela arrive, c'est le choc. George Tiller dirigeait la clinique de Wichita dans le Kansas depuis près de 30 ans. Il était la bête noire de tous les commandos anti-IVG aux États-Unis. Il avait déjà échappé à plusieurs attentats. Mais il y a 3 ans, ce père de 4 enfants allait finir par trouver la mort. Dans cette église luthérienne qu'il fréquentait tous les dimanches, il fut abattu d'une balle dans la tête. Le tueur sera arrêté quelques heures plus tard. Le reporter de télévision Justin Kramer se souvient parfaitement du 31 mai 2009. C'était surréaliste cette matinée. Le docteur Tiller prenait énormément de précautions quand il arrivait dans sa clinique. Il avait une voiture blindée, portait un gilet pare-balles en permanence et il était très prudent, surtout depuis les attentats à la bombe et les différentes attaques qu'il avait subies. Mais personne ne pouvait penser qu'un de ces fanatiques religieux irait l'attaquer et le tuer à l'intérieur de son église. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Scott Rudder, le meurtrier, a été condamné à la prison à perpétuité. Lors de son procès, cet évangéliste radical affirmera avoir agi pour sauver des bébés. A-t-il été manipulé par des militants anti-avortement? Rien n'a été prouvé. Mais l'enquête policière établira un lien entre lui et un mouvement nommé Operation Rescue. Le numéro de téléphone d'Operation Rescue a été retrouvé sur le tableau de bord de la voiture du meurtrier. Le mouvement se défend en disant que n'importe qui pouvait avoir ce numéro et qu'il a agi seul. En tout cas, il est évident que c'est le genre de rhétorique utilisée par ce groupe qui a poussé Scott Rudder à commettre son geste, et on peut penser qu'ils ont obtenu exactement ce qu'ils désiraient. Operation Rescue est le plus organisé et sans doute le plus extrémiste des mouvements anti-IVG américains. Il s'est fait connaître à la fin des années 80. Sa méthode, les sit-ins géants et les manifestations devant les cliniques, comme ici en 1991, devant celle du docteur Tiller. Pas moins de 2600 personnes furent alors arrêtées. Depuis l'assassinat du médecin, la clinique est abandonnée. C'est là que nous donnons rendez-vous à Troy Newman, le président d'Operation Rescue. Nous avons passé beaucoup de temps ici. Ça me rappelle des bons souvenirs et des moins bons. Toutes les enseignes ont été retirées. Ici, il y en avait une qui disait « Centre de santé pour femmes du Dr Tiller ». Cela fait 3 ans qu'elle est fermée. 3 ans qu'il n'y a pas eu un seul avortement dans cette ville. Ça, c'est fantastique. Fantastique. Étrange manière de qualifier les conséquences d'un assassinat. Mais Troy Newman nie toute responsabilité de son association. On ne peut rien faire quand un cinglé pète les plombs. On n'accuse pas tous les musulmans lorsque l'un d'eux conduit un avion pour s'écraser sur le World Trade Center. Vous savez, si on avait pu prouver ma complicité ou celle de l'un de mes associés, nous serions tous en prison. Troy Newman nous conduit ensuite au quartier général d'Operation Rescue. Une ancienne clinique d'avortement, elle aussi fermée. L'association a tout simplement racheté les locaux, puis expulsé les médecins locataires. Regardez, ça c'est leur vieille enseigne sur laquelle on a ajouté « fermé ». Et maintenant, c'est d'ici que nous lançons nos campagnes pour fermer les autres cliniques d'avortement.
La première chose que Troy Newman veut nous montrer, c'est un tableau de chasse. Les photos de ses trophées. Ça, c'est notre mur de la victoire. Ce sont les photos des cliniques que nous avons fermées. Il y a aussi des pancartes. Nous avons fermé 70% des cliniques d'avortement et aucune n'a réouvert. Troy Newman a une associée, Cheryl Sullinger. Elle a passé 2 ans en prison pour avoir préparé un attentat contre une clinique d'avortement en 1988. Elle jure que c'est du passé. À l'époque, j'étais nouvelle dans le mouvement anti-IVG. Cela faisait à peine 2 ou 3 ans que je militais. Mon attitude envers la violence a totalement changé. Ce qui a changé à l'évidence, ce sont les méthodes d'Operation Rescue. Aujourd'hui, c'est en détruisant la réputation des médecins que le mouvement ferme des cliniques. Les militants sont à l'écoute de la moindre rumeur, enquêtent eux-mêmes sur des dysfonctionnements présumés. Ils recrutent des témoins parmi les personnels des cliniques, à qui ils offrent de fortes sommes. Nous avons un programme où nous donnons 25 000 $ à toute personne qui nous procure des informations susceptibles de traîner un avorteur devant les tribunaux. Un programme dont le Dr Carhart, justement, nous avait parlé. Quelques jours plus tôt, nous avions remarqué ce document dans sa clinique. Une plaquette d'Operation Rescue, incitant à poursuivre les médecins en justice avec la fameuse promesse de récompense de 25 000 $. Une fois, ils ont donné de l'argent à l'un de mes employés pour témoigner contre moi. L'État a fait son enquête et finalement j'ai été disculpé. Mais ils sont gagnants quoi qu'il arrive, car ça nous fait de la mauvaise pub et ça nous coûte des centaines d'heures d'honoraires d'avocats. Sur la plaquette, les photos de médecins déjà condamnés par la justice. Parmi eux, le docteur Finkel, qui serait incarcéré pour crimes sexuels. Nous l'avions déjà rencontré en 1995. Il pratiquait des avortements dans l'Arizona. Il était armé jusqu'aux dents. Ça, c'est une arme que je peux cacher sur moi, car elle est petite. Ça, c'est une arme que je porte dans un étui sous l'épaule. Ça, c'est un modèle pour le tir de précision. Et ça, c'est le Colt 45 que j'ai porté tout l'hiver parce que sa crosse brille dans la nuit. Les 2,22, je les utilise aussi pour m'entraîner au tir de précision. Le 357, je le garde sous mon lit avec le fusil à pompe. Passionné d'armes à feu, Brian Finkel, 52 ans, s'entraîne au tir 2 fois par semaine et refuse d'être une victime. À la violence, il est prêt à répondre par la violence. Si je me trouve un jour dans une situation de vie ou de mort, j'utiliserai mon arme, sans hésitation. Le docteur Finkel n'imaginait pas qu'il serait arrêté quelques années plus tard. Le docteur Brian Finkel, le célèbre docteur qui pratique l'avortement, a été arrêté. 35 femmes l'accusent d'attouchement sexuel avant ou après leur avortement. 4 anciens employés confirment qu'il s'adonnait à des attouchements et à des abus sexuels sur ses patientes. Là encore, conformément à leur nouvelle méthode, ce sont les militants anti-avortement qui ont mis les policiers sur la voie et les ont aidés à trouver des témoins. John Jakubicz a travaillé dur pour que Brian Finkel soit condamné. Cet avocat, père de 13 enfants, considérait le médecin comme son ennemi intime. Pendant toutes ces années, je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Lorsque je croisais les procureurs et les officiers de police, je leur disais « Enquêtez, je peux rien vous dire, mais vous devez enquêter. » Il le reconnaît. L'incarcération du docteur Finkel a été une aubaine pour tous les anti-IVG de l'Arizona. Comme s'il leur était plus facile aujourd'hui de faire passer leur message. Les statistiques prouvent que le nombre d'avortements a chuté après sa condamnation. Lorsque nos prêcheurs racontent cette histoire aux femmes qui désirent se faire avorter, il est plus facile de les faire changer d'avis. Cela aide beaucoup de pouvoir montrer à ces femmes à quel point l'avortement est diabolique et à quel point les gens qui le pratiquent sont diaboliques. Brian Finkel a été condamné à 35 ans de prison.
Aujourd'hui, il est incarcéré ici, dans le pénitencier de Florence, en Arizona. Impossible de lui rendre visite avec nos caméras, mais nous avons pu lui parler par téléphone. Il clame son innocence. Certains de mes amis médecins ont été assassinés pour avoir pratiqué l'avortement. Ça aurait été préférable pour ma famille que je sois aussi assassiné. Ma réputation n'aurait pas été détruite. Le procureur et ses assistants m'ont présenté comme un monstre auprès des médias. Ils ont fait passer pour un acte criminel, ce qui n'était qu'un examen gynécologique. Le procureur qui a convaincu les jurés de condamner Finkel n'a pas voulu nous rencontrer. Peut-être parce que la décision de justice a fait polémique. Nous avons rendez-vous avec l'avocat de Brian Finkel. Il nous apprend que de nombreuses plaintes, initialement déposées par des patientes, n'ont pas été retenues. Et ce n'est pas tout. Lors du procès, les experts ont démontré que le médecin avait agi dans un cadre médical et qu'il n'avait donc violé personne. À ce moment-là, sincèrement, j'ai pensé que j'avais gagné. Je me suis dit, OK, c'est plié. La procédure est invalidée puisqu'ils ont admis que tout ce qu'il avait fait était médicalement indiqué et approprié. Mais en fait, c'était sa manière de se comporter qui était en cause. C'est pour ça qu'il a été jugé coupable de crime. Ça ne veut rien dire. Il a pris 35 ans de prison à cause de ses mauvaises manières. Brian Finkel crie aujourd'hui à l'erreur judiciaire. La plupart de ses confrères américains le soutiennent. Comme le docteur Carhart, que nous retrouvons à l'aéroport. C'est désormais lui qui est dans la ligne de mire des anti-IVG. Ces derniers ont trouvé l'argument qui pouvait faire mouche et retourner l'opinion. Les avortements tardifs que pratique Carhart dans le Maryland, un autre État américain où il exerce. La loi du Maryland est très particulière. Les femmes peuvent y avorter jusqu'à la fin de leur grossesse quand il s'agit d'un IVG thérapeutique. À Germantown, la petite ville où le docteur Carhart a installé sa clinique, les anti-avortements sont gonflés à bloc. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Armés de photos sanguinolentes, ils livrent une guerre de l'image sans limite. Tout est bon pour diaboliser le travail de celui qu'ils ont surnommé le boucher de Germantown. Notre mission, c'est de fermer sa clinique et de tenter de changer la vie des femmes qui viennent ici. Nous voulons les sauver et sauver les bébés d'une horrible mort. Quand le docteur Carhart arrive, un officier l'accompagne jusqu'à la porte de la clinique. Sécurité oblige, seuls quelques manifestants sont autorisés par la police à rester dans la zone. L'ambiance est aux imprécations. S'il vous plaît, changez leur cœur de pierre en cœur de chair. Vous allez dans cette clinique ? Laissez-moi vous parler, je peux vous aider. N'allez pas là, c'est trop dangereux. Ils font n'importe quoi. Écoutez-moi, ils font n'importe quoi là-dedans. L'avortement, c'est pas bien pour les femmes. J'espère que vous n'allez pas faire ça. Nous leur disons, ne vous faites pas de mal, ne faites pas de mal à votre bébé. Nous tentons de les convaincre de ne pas faire le mauvais choix. Et ça marche ? Tout le temps. Juste en face de la clinique, le QG des militants anti-IVG. À sa tête, Michael Martinelli se vante d'offrir une alternative aux patientes du docteur Carhart, spécialement à celles qui arrivent par erreur. Dehors, nous avons une enseigne qui dit « choix de grossesse ». Et beaucoup de gens viennent chez nous en croyant venir chez Carhart.
En plus, il est souvent en retard, donc ça nous laisse le temps d'en profiter. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai que nous profitons de toutes les opportunités pour convaincre ces femmes qu'il y a d'autres options. Ici à la réception, nous avons des gens en permanence dès que Carhart ouvre sa clinique. Par ici, nous avons une pièce où les gens peuvent s'isoler tranquillement. Michael Martinelli a créé une association au nom évocateur. Kick Carhart out of Maryland, virez Carhart du Maryland. Ce militant en convient, les avortements tardifs et le malaise qu'ils provoquent dans l'opinion servent la cause des anti-IVG. Notre position est que toute intervention après fertilisation est immorale. Mais je dois dire qu'ici, Carhart nous rend la tâche encore plus facile, car à ce stade, tout le monde peut voir qu'il s'agit d'un bébé. C'est vrai qu'il nous permet de rallier plus de militants, pas de doute. Des activistes anti-IVG qui ne se sont jamais sentis aussi forts qu'aujourd'hui. Direction Jackson, la capitale du Mississippi, un État réputé pour son conservatisme. Les opposants à l'avortement sont sur le point de remporter une victoire hautement symbolique. Fermer 7 cliniques, la dernière du Mississippi, et faire de l'État un État abortion-free, où les femmes ne pourraient plus avorter. Nous avons eu l'autorisation de filmer quelques heures dans cette clinique sous pression. Elle doit fermer le lendemain. Un recours est déposé, mais rien ne dit qu'il sera accepté. Du coup, infirmières et médecins voient arriver des dizaines de patientes. Pas moins de 45 avortements sont prévus dans l'après-midi. Il y a du monde aujourd'hui. Les femmes ont pris peur avec cette menace de fermeture. Elles ont toutes rappliqué. C'est peut-être notre dernier jour. Nous sommes vraiment stressés. L'horloge tourne et nous sommes très nerveux à l'idée que nous allons sans doute être fermés. Le médecin de la clinique a rassemblé 9 patientes pour un briefing avant l'intervention. C'est un peu comme chez le dentiste. Nous utilisons un système d'aspiration pour extraire les tissus. Comment les anti-IVG veulent-ils fermer cette clinique? Nous allons le comprendre avec ce médecin. Il ne vit pas dans le Mississippi, il préfère être domicilié dans l'État voisin de Géorgie pour échapper au harcèlement des commandos anti-avortement. Et pourtant, malgré les 500 km qui le séparent de son lieu de travail, il a déjà été intimidé chez lui. Il y a quelques mois, je suis rentré pour un week-end chez moi à Atlanta. Et ils étaient là devant mon immeuble avec leurs pancartes. Ils avaient des photos de moi, de ma femme. Ils avaient mon nom. Dans tous les États-Unis, les médecins qui pratiquent l'avortement habitent le plus loin possible de leur lieu de travail. C'est précisément ce point faible que vont exploiter les anti-IVG du Mississippi pour faire fermer la clinique de Jackson. Ils sont parvenus à faire passer une loi qui oblige les médecins à être domiciliés dans l'État. Pour Diane Dersis, la directrice de la clinique, ce n'est pas envisageable. Les anti-IVG leur rendraient la vie impossible. Ils seraient menacés, attaqués. Leur cabinet et leur famille seraient mis en danger. Ils ont fait cette loi sachant que nos médecins viennent d'ailleurs. Cela nous met dans une position impossible. Nous allons être obligés de fermer si le recours n'aboutit pas. Comment une telle loi a-t-elle pu être votée par les élus du Mississippi? Par l'intermédiaire d'une lobbyiste, Terry Herring. Elle est proche du mouvement Operation Rescue, encore lui. C'est elle qui a imaginé le tour de passe-passe pour fermer la clinique. Convaincre une majorité de représentants républicains a été un jeu d'enfant. Dans d'autres États, c'est plus difficile de passer des lois qui s'attaquent à l'avortement. J'avoue que je serais heureuse que nous devenions le premier État américain sans clinique d'avortement. Le mouvement Operation Rescue a déjà obtenu la fermeture d'une clinique que dirigeait Diane Dersis dans l'Alabama, en plus de celle de Jackson. Cette femme, que les militants surnomment Abortion Queen, la reine de l'avortement, se montre très inquiète sur l'évolution de la loi aux États-Unis. Un jour, ce genre de conflit se terminera devant la Cour suprême. Et c'est le droit d'avorter qui sera remis en question sur le plan national.
On est à la croisée des chemins. Il est clair que si Obama n'est pas réélu, l'avortement sera supprimé dans les 2 ans à venir. Allez, on ferme et on verra bien ce que lundi nous réserve. Un juge fédéral a finalement accordé un sursis à la clinique de Jackson. Le temps de répondre à une question. La nouvelle loi votée dans le Mississippi est-elle conforme au droit américain? Réponse au tribunal ces prochaines semaines.